mesdames et messieurs les jurés. Il m'a été demandé un jour d'expliquer mes dires à un enfant de 5 ans dans une copie de philo en terminale. Plus tard, dans le cadre de mon cursus universitaire, on m'a proposé de faire un concours de plaidoirie, chose que j'ai acceptée avec l'entrain d'un enfant auquel on annonce qu'il va à Disneyland, avec un choix très étendu de sujets. J'ai donc pris, en mémoire de mes cours de philo d'il y a 3 ans, que je vais toutefois aborder avec moins de références que je n'aurais dû à cette époque, le sujet « Existe-t-il des pensées sans penseurs ?» que j'essaierai de vous exposer avec les talents d'un pédagogue face à un enfant de 5 ans. Non pas que je vous considère comme tel, loin de là, bien sûr. Y a-t-il des pensées sans penseurs ou y a-t-il des penseurs sans pensée? Telle est la question donc. Et a priori, la personne lambda non amatrice de philo n'y verra pas grande différence. Il apparaît donc judicieux d'écarter une proposition pour mieux se focaliser, pour mieux cerner le propos. Définissons donc ensemble les termes du sujet, en bon juriste que nous sommes. Par pensée, on entend communément l'objet de l'acte de pensée. Peut-être vous attendiez à une définition plus visuelle, comme par exemple les pensées de Dumbledore, matérialisées par un filament blanc extrait de la tempe grâce à la baguette magique et versée dans la pancine, sorte de réservoir de pensée. Mais non, la pensée n'est ni plus ni moins que l'objet de l'acte de pensée. Par penseur, maintenant, on entend la personne qui accompagne l'acte de pensée. Mais là se pose déjà un problème, si l'on admet que toutes les personnes puissent penser. Et j'en vois déjà certains se poser la question de savoir pourquoi je postule que certains humains ne penseraient pas, puisque la pensée est le propre de l'homme. Alors à cela, je leur répondrai que non, parce que c'est le rire le propre de l'homme. Et qu'ensuite, dans l'état des sciences actuelles, nous ne sommes pas sûrs que certains humains, comme les nouveau-nés ou Nabila, sont doués de penser. Car en effet, pour qu'une personne soit douée de penser, il faut qu'elle ait une conscience. Mais pourquoi, me direz-vous, faut-il qu'elle soit douée de conscience? Car la conscience permet d'appréhender le monde qui nous entoure. Or, vous en conviendrez, il est de penser à quelque chose quand ce quelque chose fait vraisemblablement, matériellement ou pas, partie de notre entourage. C'est à ce titre qu'il faut que la personne qui pense soit douée de conscience. On va donc ensemble délimiter les personnes qui peuvent être des penseurs éventuels, à celles âgées d'environ 3 ans minimum, pour compter large, à la première prise de morphine à haute dose qui manifestement shoot assez le preneur pour qu'il ne soit plus en état de conscience pour pouvoir interagir avec le monde qui l'entoure. Bon, la pensée étant donc l'objet de l'acte de pensée et le penseur étant celui qui pense, je vous repose la question. Existe-t-il des pensées sans penseur ou existe-t-il des penseurs sans pensée? Dans les deux propositions, et dans l'hypothèse où elles seraient positives, les deux entités que l'on vient de définir sont distinctes. La différence entre les deux résulte seulement de la préexistence de l'un par rapport à l'autre. Je m'explique. Dans l'hypothèse où il existerait des penseurs sans pensée, on admet que les penseurs puissent penser sans objet, puisque l'acte de pensée est la pensée. Dans ce qui préexiste aux pensées, dans la mesure où qu'il y en ait ou non, ils peuvent exister sans elles. Mais après, car si les penseurs peuvent exister sans pensée, le contenu de leur réflexion est aussi vide qu'une coquille d'œuf dont le contenu vient d'être gobé. Quel intérêt y a-t-il alors à philosopher sur le contenu vide d'une réflexion menée par des penseurs qui ne pensent à rien? À mon sens, aucun. Dans la mesure où Descartes, en plus, a postulé ce « je pense donc je suis » qui revient à conclure qu'à chaque personne appartiennent des pensées. À ce titre, il ne peut exister de penseur sans pensée. Maintenant, dans le verset, les deux entités sont toujours distinctes, mais indépendantes de ceux qui les pensent, qu'elles peuvent exister sans eux, qu'elles sont au-dessus des penseurs. Et c'est là qu'est le drame. Car si l'on admet que les pensées préexistent aux hommes, donc aux penseurs, on admet que les pensées sont préconçues. Or, si tel est le cas, les penseurs ne seraient là que pour les matérialiser à l'écrit ou à l'oral, pour mieux les transmettre, ou mieux les comprendre. Mais c'est tout. Pire, les penseurs ne penseraient même pas au sens qu'ils ne créent pas. Ils seraient seulement les véhicules d'idées préconçues, voire même, si on pousse le loin, d'idées stéréotypées.
c'est précisément là que je dois avoir le doute dans vos yeux. Car s'il est facile d'admettre que des pensées puissent planer au-dessus de nos têtes en attendant qu'une les exploite, il apparaît plus difficile, et la question est autrement plus dérangeante, lorsqu'il s'agit de s'interroger sur la nature de ce qui conçoit les pensées initialement. Car après, une science n'a pu démontrer que les pensées naissent de la reproduction d'un animal ou d'une plante au printemps, ou de la collision d'astéroïdes entre eux, ou de l'explosion, comme un Big Bang, d'une boule de gaz. Il faut donc, dans l'hypothèse où il existerait des pensées indépendantes, puisque nous sommes tous là dans le même bateau à réfléchir à cette éventualité ou être gênés par elle. D'où viennent les pensées? Qui les crée, si n'est pas un homme ou un animal ou encore quelque chose de connu sur Terre? D'où vient ma réflexion, si ce n'est pas la mienne, si elle plane déjà au-dessus de ma tête, indépendamment de moi? Et vous? D'où vient le raisonnement, d'où vient le jugement que vous êtes en train de porter sur mon raisonnement, qui n'est autre qu'une pensée lui aussi, s'il ne vient pas de vous? Car si ce jugement existe indépendamment de vous, si l'idée que vous vous faites de mon raisonnement plane déjà au-dessus de vos têtes, avant que je l'expose devant vous, ça veut dire que tout est déjà écrit, que le sort que vous me réservez, et que le sort que l'on réserve à chacun, est fatal, que les jugements sont prédéterminés. En un mot, que le destin existe. Alors l'idée dérange. D'admettre que l'on n'est pas maître de ce que l'on pense, d'admettre qu'on n'est possiblement que des pions qui croient penser, alors qu'en fait ce sont déjà des idées qui planent au-dessus de nos têtes, indépendamment de nous. Je conseille aux obsessionnels du contrôle de sortir de cette salle. Ça leur évitera des souffrances inutiles, je pense. Alors pour être franche, je n'ai pas trouvé de réponse à cette question de savoir qui ou quoi fabrique les pensées. Certains introduisent au point de se raisonner Dieu qui serait créateur de tout, donc même des pensées. Mais je vous avoue que je suis pas trop d'humeur à défendre un discours théologique. Je laisse la libre pensée à chacun pour cela. D'autres introduisent plutôt le concept de destin, donc, qui a le mérite de justifier lâchement tous les actes, toutes les pensées, tous les dires, qu'ils soient bons ou mauvais, puisque tout est indépendant de la volonté humaine. D'autres, enfin, qu'ils soient cartésiens, obsessionnels du contrôle ou simplement réalistes, n'arrivent pas à admettre que les pensées puissent être indépendantes des penseurs, dans la mesure où, pour eux, les pensées sont directement créées par ceux qui les pensent. Regardez, je vous parlais tout à l'heure de la conscience. Conscience qui permet aux humains d'avoir des pensées sur tout, et même sur des concepts improuvables et impersonnels comme l'infini, grâce à l'impréhension de l'environnement. Cette conscience, qui a priori est omnipotente, puisqu'elle peut porter sur tout même si elle n'est pas donnée, se heurte à l'indépendance des pensées vis-à-vis de ceux qui les pensent. Car en effet, si celle-ci suppose une absence de volonté totale des individus dans leurs pensées, l'existence avérée de la conscience, qui vient juste d'être localisée dans le cerveau par une étude scientifique récente d'ailleurs, démontre qu'il est possible de prendre conscience que l'on pense. Alors on va faire une petite expérience. Posons-nous là, tous 2 minutes. À quoi vous pensez? Madame, s'il vous plaît, à quoi vous pensez? Même si c'est une bêtise, hein, c'est pas grave. À votre écharpe. À mon écharpe. Ah, très bien. Alors, si c'était une bêtise, dans une plaidoirie alors, si c'était une bêtise, je vous demande de prendre conscience que vous venez de dire une bêtise, et si c'était la réalité, je vous demande de prendre conscience que vous étiez en train de penser à mon écharpe. Et là, quand vous êtes en train de prendre conscience que vous étiez en train de penser à mon écharpe, vous êtes déjà en train de créer une pensée, car l'acte de prise de conscience est déjà une pensée. Alors, je vous pose la question, mesdames et messieurs les jurés. Où est l'absence de volonté dans tout ça? Madame a pris à mon écharpe quand je lui ai demandé. Si elle n'avait pas voulu,
Si elle n'avait pas pu, c'est là qu'on aurait eu la preuve que les pensées sont indépendantes de nous, que l'on n'a pas de volonté de penser. Elle n'aurait pas eu le recul nécessaire. Maintenant, le problème de la conscience d'un angle différent. Imaginez par exemple un couple qui s'arrête devant la maison qu'ils ont construite ensemble pendant 15 ans. Alors ce couple a vraiment trimé, a sué, a pleuré, a saigné en construisant cette maison. Ils vont donc tranquillement prendre conscience de l'étendue des travaux qu'ils ont accomplis ensemble. L'acte de prise de conscience est donc le même pour chacun des deux, mais il va engendrer deux types de pensées différentes, dont le degré va varier en fait selon la personnalité, l'éducation, encore l'expérience de chacun. L'un va par exemple pouvoir penser que c'est un fardeau, que les résultats sont moindres, que c'était un gouffre financier, et l'autre va par exemple pouvoir penser que c'était une occasion de s'enrichir manuellement et va avoir un sentiment de fierté et de plénitude face à cette construction. Cette divergence de pensée n'existe parce que chaque personne a une appréhension différente de l'environnement qui l'entoure. C'est rare qui serait dans cette salle. Si on ajoute la conscience à tous les éléments faisant la richesse humaine, comme par exemple l'expérience, la personnalité ou l'éducation, on obtient des pensées différentes. Or, puisqu'on ne peut affirmer que toutes les personnalités, que toutes les expériences sont semblables, on en conclut qu'il y a autant de pensées que de personnes douées de conscience. Et puisque Nabila, pour ne citer qu'elle, est considérée au moins qu'à ce titre, elle accomplit l'acte de penser, qu'elle est a priori âgée de plus de 3 ans et pas encore droguée à la morphine, on en conclut qu'elle aussi crée. D'autre part, la pensée ne peut pas être indépendante, c'est-à-dire être préconçue, dans la mesure où ce caractère ne révèle d'une entité métaphysique, mais de la répétition d'une pensée créée individuellement ou collectivement associée à une idée concrète. Je m'explique. Selon une idée préconçue, les Portugais seraient poilus. Alors, les Portugais natifs ou d'origine savent que ce n'est pas toujours vrai. En revanche, les étrangers s'accordent à admettre cette idée comme réelle, de telle sorte que personne la considère aujourd'hui comme acquise, en y pensant réellement ou sans y penser vraiment. Dans tous les cas, cette idée, répétée et aujourd'hui acquise, est née de la pensée ou d'un groupe qui a fait boule de neige avec les années. Et c'est exactement le même mécanisme que l'on trouve avec les courants de pensée et leurs partisans, dans l'hypothèse bien sûr où ceux-ci ont leur conscience pleine et entière et qu'il ne s'agit pas d'un endoctrinement. Donc les personnes qui se revendiquent appartenir à telle école n'ont pas à proprement parler créé la pensée qui est à la base de ce courant, ils y ont au moins réfléchi, donc pensé avant d'y adhérer. Et l'idée fondamentale, penser avant de faire école, par un groupe d'individus ou un individu isolé. Si on prend l'exemple de notre propos, Kelsen est à l'origine des réflexions qu'il a portées sur le droit et qui ont ensuite été reprises par un nombre plus important de juristes. On comprend donc en connaissance de cause à un courant de pensée relève d'une réflexion, donc d'une pensée, et la création d'un courant de pensée relève nécessairement de la naissance d'une réflexion individuelle ou collective, reprise et acquise par le plus grand nombre. Il faut donc en conclure, même si la conclusion n'est pas de mise en droit, qu'il n'existe pas de pensée sans penseur, et qu'au contraire, celles-ci sont intrinsèquement liées à eux lorsqu'ils sont en état de conscience, c'est-à-dire âgés d'environ 3 ans minimum, pour compter large, jusqu'à l'âge où ils devront volontairement ou pas éteindre cette conscience, notamment par la prise de drogue. Je vous remercie.
Donc, question.